Donc cette énième réforme de la Constitution, la 25e depuis son élaboration en 1958, est un rafistolage supplémentaire d'une constitution archaïque, une constitution antidémocratique et une constitution qui sacralise la monarchie présidentielle. Cette réforme constitutionnelle vise donc à revenir aux sources, nous dit le gouvernement de la Constitution de 1958, c'est-à-dire réellement la monarchie présidentielle et l'autorité absolue du président de la République et l'abaissement, une fois de plus, du Parlement, des députés et des sénateurs. Si nous sommes d'accord pour des réformes constitutionnelles, il faut aller jusqu'au bout. La Constitution, c'est la règle commune. C'est ce qui fait que le peuple, dans notre République, existe, parce que le peuple, c'est l'Assemblée des citoyens unis dans un projet politique commun, la République, et c'est au peuple de fonder les bases de cette République, c'est au peuple de se refonder lui-même en refondant une nouvelle République, c'est-à-dire que de réforme constitutionnelle digne de ce nom n'est possible que grâce à une Assemblée constituante, et force est de constater que ce n'est pas le choix du gouvernement qui, une fois de plus, préfère les petits arrangements politiciens entre amis avec la volonté d'obtenir la majorité des 2/3 du Sénat et de l'Assemblée nationale pour faire cette réforme dans le dos des peuples. Et donc, quand on parle de réforme constitutionnelle, quand on le fait dans le dos du peuple, on le fait souvent contre le peuple. Les principales mesures confirment cette analyse. La réduction du nombre des parlementaires. C'est clairement une menace sur le pluralisme politique, car quand on veut retirer 30% des parlementaires, quand on insère une dose minime de proportionnel, c'est clairement les forces d'opposition qui vont voir leur nombre d'élus diminuer au sein de l'Assemblée nationale et plus précisément les départements les plus peuplés, les départements les plus urbains, les banlieues, notamment la banlieue parisienne. Et donc, évidemment, c'est la représentation des catégories sociales les plus défavorisées qui se verront sanctionnées par un nombre de députés plus faibles les représentant. Donc, on a clairement là, avec cette diminution du nombre des parlementaires, une attaque contre l'opposition, mais également une attaque contre le Parlement, parce que les Français, avec leur nombre de députés tels qu'ils seraient dans cette réforme, seraient le peuple le moins représenté d'Europe, à part la Russie. C'est-à-dire que le nombre d'habitants par député serait le plus fort en France, à part la Russie. Est-ce que vraiment la Russie de M. Poutine est le modèle d'Emmanuel Macron? Nous souhaitons que cela ne soit pas le cas et donc qu'il faut revenir sur cette baisse prévue du nombre des parlementaires. Sur la proportionnelle, 15% seulement, 61 sièges aux élections législatives. Donc, c'est-à-dire qu'un parti qui représente 15% des voix n'aurait droit qu'à 9 sièges, même pas ce qui serait nécessaire pour former un groupe parlementaire. De la même manière, la baisse du nombre des sénateurs entraînerait la disparition dans énormément de départements du scrutin proportionnel. Vous savez que dans certains départements au Sénat, il s'agit d'un scrutin majoritaire, dans d'autres, un scrutin proportionnel. La baisse du nombre des sénateurs ferait diminuer le nombre de sénateurs élus à la proportionnelle. Et donc, au final, nous pourrions nous retrouver avec moins de parlementaires élus à la proportionnelle avec cette réforme qu'avant la réforme. Sur le cumul des mandats, le non-cumul sur 3 mandats, cela est trop long. Nous souhaitons, nous, un non-cumul sur 2 mandats et surtout, tel qu'il est rédigé, c'est une mesure qui rentrerait en vigueur pour les députés en 2037. Donc, nous ne sommes pas prêts d'en voir le début du commencement. Je ne rentrerai pas non plus dans les modifications cosmétiques sur le rôle des anciens présidents dans le Conseil constitutionnel, sur la question, sur le problème majeur du Conseil constitutionnel qui n'est pas réglé, parce que seul le président et le président des 2 chambres nomment des membres. Mais ce qu'il faut aussi constater, c'est que cette réforme de la Constitution
ne permet et n'avance aucun réel progrès démocratique. Il n'y a pas de nouveaux droits démocratiques. Aucun droit fondamental ne serait inscrit dans la Constitution avec la réforme telle qu'elle est prévue. Rien sur l'IVG, rien sur le droit de mourir dans la dignité, qui devrait être inscrit dans la Constitution comme des droits fondamentaux. Rien sur le droit de révoquer des élus, rien sur les référendums d'initiative citoyenne, rien sur la reconnaissance du vote blanc. Donc on est vraiment dans un archaïsme, dans la volonté de revenir aux origines de la Ve République, une vision obsolète, autoritaire, monarchique et sans aucun contrôle, tant parlementaire que de la société civile, sur le pouvoir exécutif. C'est clairement une vision à l'opposé de tout ce que la France insoumise a pu promouvoir comme réforme constitutionnelle pendant sa campagne présidentielle et sa campagne législative au sein de son programme L'Avenir en commun. C'est clairement la monarchie parlementaire, la monarchie présidentielle qui perdure et l'absence, en fait, réellement du peuple dans ce jeu démocratique qui n'aura plus de démocratique que le nom. Et donc c'est pour cela que nous proposerons de nombreux amendements pour réformer les institutions dans le bon sens, mais surtout et au préalable la demande d'une convocation d'une assemblée constituante. Et je vais donner la parole aux autres membres du groupe qui sont présents s'ils veulent ajouter des choses, et puis après nous répondrons aux questions. Merci à tous. Juste dire effectivement, dans le sillage de ce que vient de dire mon collègue Bastien Lachaud, qu'on a un diagnostic très clair sur le fait qu'on voit que d'élection en élection, le consentement du peuple français à la règle de la vie démocratique et à ses institutions est entamé. Nous en voulons pour preuve l'abstention criante, un océan d'abstention à mesure que nous avançons. Et on ne pourra pas continuer, nous en tant que responsables politiques, et j'inclus là tous les groupes, quelle que soit leur appartenance politique, à faire semblant que d'une élection à l'autre, tout peut recommencer. Et c'est aussi cette cohérence qui nous a fait, par exemple, réaliser pendant nos campagnes, de grandes campagnes d'inscription sur les listes électorales, comme vous avez pu le voir. Alors parfois avec des bouts de ficelle, et ce n'est pas toujours très simple, mais en réalité c'est une absolue nécessité. Le peuple français ne consent plus à la règle du jeu, on voit mal comment du coup il pourrait davantage y consentir si cette nouvelle règle du jeu est définie par les députés, pour les députés, ou par l'exécutif pour le Parlement. D'autant plus quand on voit la conception assez étriquée qu'ont du débat démocratique certains de nos collègues de la majorité. Moi je reprends souvent cet exemple. D'une fois, on a vu surgir un collègue de La République En Marche en pleine nuit pour dire « mais je ne comprends pas pourquoi on débat autant de temps, autant d'heures sur ce texte. Il y a eu une élection, non, elle a tranché les choses, le programme a été voté, donc on peut avancer. » Donc on a presque envie de leur dire « mais quand vous dites diminuer de 30% le nombre de parlementaires, pourquoi 30 ? Pourquoi pas 40 ? Pourquoi pas 60 ? Et pourquoi pas même fermer l'Assemblée nationale tant qu'on y est ? Quel est l'objectif réel ? Est-ce que c'est simplement d'avoir une vision aussi de coût, une vision purement budgétaire sur le fonctionnement démocratique de notre pays ? Oui, tout coûte cher. Oui, la démocratie, ça coûte cher, comme plein d'autres choses. La question est de savoir si on en a besoin. Et oui, nous en avons besoin. Donc nous disons effectivement que nous voulons quelque chose d'ambitieux. Et non pas quelque chose qui prétend l'être, comme c'est le cas, avec simplement pour objectif d'étriquer un peu plus le rôle du Parlement, parce que c'est bien ça qui est en cause. Donc nous avons besoin de permettre au peuple lui-même de redéfinir la règle du jeu. Le peuple ne veut pas simplement être consulté sur des règles définies par d'autres que lui. Donc ça a été très bien décrit. Donc nous opposons fermement à cette réforme et nous alertons y compris les Françaises et les Français. Puisqu'on l'a vu dans d'autres sujets, c'est le cas notamment dans les conflits sociaux que nous avons, je pense à la SNCF. Il y a la tentation de surfer parfois un peu sur la manière de créer l'opinion pour faire en sorte que le climat soit favorable à telle ou telle réforme. C'est clair que si on passait autant de temps que certains éditorialistes à parler réellement du fond de la réforme de la SNCF, je ne suis pas sûr que l'opinion en serait à ce niveau aujourd'hui dans son soutien ou pas à la grève. Laissez-nous sur les plateaux télé expliquer le fond de la réforme, vous allez voir que l'opinion va vite être changée. Mais de la même manière, sur la question de la réforme institutionnelle, c'est clair que si la question qui est posée est presque à demi-mot, est-ce que ces parlementaires, finalement trop nombreux, qui coûtent trop cher, si on vous propose d'en diminuer le nombre, est-ce que vous êtes d'accord ? Évidemment qu'à la question posée, vous allez avoir une écrasante majorité de oui. Par contre, si on passe son temps à expliquer que ça va être effectivement l'éloignement des élus, des citoyens, que ça va être plus compliqué, on voit certains collègues, ce qui n'est pas pour le coup notre cas, en tout cas pas ici je crois,
On est dans des circonscriptions plutôt urbaines, ça a été dit, où il y a encore une possibilité d'être assez proche des citoyens. Mais nos collègues qui ont 40, parfois 50 communes à suivre, demain, qu'est-ce que ça va être? Donc on voit bien en réalité qu'on est là dans quelque chose qui est absolument fallacieux. Non, cette réforme ne va pas améliorer la vie institutionnelle dans le pays, c'est même tout le contraire. Et nous avons d'urgence besoin de remettre sur la table la proposition d'une assemblée constituante. Et dans des termes que nous avions précisés, c'est de dire que cette assemblée devrait être composée de gens qui n'ont pas été élus avant, dans le cadre institutionnel précédent, et qui ne seraient pas élus ensuite, de manière aussi à se garder de tout conflit d'intérêts. C'est dire à quel point nous sommes attachés à l'idée que ce n'est pas à ceux qui ont à subir les règles de les définir eux-mêmes. C'est bien au peuple de définir la règle démocratique. Juste un tout petit mot parce que j'ai très envie d'entendre Clémentine après, parce que j'ai raté la fin des travaux, mais je poursuivrai tout à l'heure. Non, pour dire, moi, je me sens un peu lésé dans toute cette histoire parce que j'ai participé, comme certains autres de mes collègues, vous savez, au groupe de travail sur la réforme de l'Assemblée nationale. Et notre première mission dans ces 7 groupes de travail, ça a été de définir des points qui pouvaient être dans la réforme constitutionnelle. Moi, j'étais sur démocratie participative numérique. Il y avait plein de propositions sympathiques, hein. Droit d'amendement citoyen, par exemple. Dans le travail en commission, qu'il puisse y avoir des amendements des citoyens. Droit d'une question orale. Et donc, il y avait des modifications constitutionnelles qui étaient proposées liées à ça pour pouvoir les permettre dans les modifications du règlement. Vous croyez qu'il y a quelque chose de tout ce travail qui est arrivé? Non. Mais c'est la même concertation qu'on inflige à tous les corps constitués. C'est la même concertation qu'on a infligée aux magistrats, c'est la même concertation qu'on inflige aux syndicats. On dit « Ah oui, travaillez, mettez-vous dans une pièce. De toute façon, on s'en fiche. Le texte final, il est déjà rédigé et c'est celui-là qui passera. » Voilà, encore une fois, les méthodes de Rugy, La République En Marche, Philippe, Macron, qui sont toujours les mêmes, aussi abjectes vis-à-vis du collectif et de la discussion collective. Et puis aussi, ce texte, c'est quand même le démantèlement de la République une et indivisible. Pourquoi prennent-ils autant de précautions dans l'exposé des motifs pour dire qu'on va permettre de modifier par-ci, par-là les compétences des collectivités territoriales, mais surtout, on ne remet pas en cause la République une et indivisible. Avoir besoin de se justifier autant, à mon avis, c'est suspect. Qu'est-ce que vous faites? On prend les questions sur... On va peut-être prendre les questions sur cette thématique et puis on passe à la deuxième... Oui, et on passe à la deuxième proposition de loi sur les violences faites aux femmes, enfin les violences sexuelles et sexistes. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, on passe tout de suite à la suite. Vas-y. Juste dire une chose. On parle dans le texte d'accélération de la procédure législative. Bon, déjà pour nous qui sommes au cœur de celle-ci tous les jours, on trouve que c'est déjà bien accéléré. Hein, première chose. Mais par ailleurs, on peut parfois se poser la question de ce qu'il verrait par cette accélération. Et on avait entendu une des hypothèses, vous l'avez entendu vous aussi, que des lois soient votées non plus en séance plénière, mais directement en commission. Parce que c'est vrai, et après tout, celles et ceux qui parfois fustigent le populisme, là, devraient s'interroger sur ce qui n'est pas du populisme, mais de la pure démagogie de la part du gouvernement, qui consiste à dire, bah oui, après tout, c'est quand même ridicule de lire 2 fois un texte et d'avoir le même vote en plus. Parce que franchement, comme de toute façon, il y a tellement peu de débats dans cette assemblée en réalité, que tout le monde campe sur ses positions de vote, il y a peu de chances qu'un texte en commission ait un vote différent en séance plénière. Juste sur un point que nous avions, sur lequel nous avions bataillé, sur la pêche électrique par exemple. Au Parlement européen, sachez que le vote qui a été le premier vote en commission a été ensuite désavoué en plénière. C'est bien la preuve qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait une deuxième lecture et à ce que, dans l'idéal d'un débat démocratique, et on en est loin aujourd'hui, eh bien, entre le débat en commission et le débat en séance plénière, eh bien, les uns et les autres puissent, oui, tenter de se convaincre, discuter, échanger. Et en l'occurrence, c'est ce qui est arrivé. Si on appliquait cette hypothèse à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les règles qu'ils veulent, pardon, c'est l'inverse. Si on appliquait les hypothèses qu'ils voudraient a priori mettre en place pour l'Assemblée nationale au Parlement européen, à cette heure, la pratique de la pêche électrique, son autorisation serait pérennisée. D'où l'intérêt d'un débat démocratique, et y compris en 2 temps.